En 2016, le 18 septembre tombait un dimanche, et je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Je vivais alors avec mon copain, aujourd'hui mon mari, dans un endroit appelé Boram, près de Chelmsford. Nous avions une petite maison louée dans un cul-de-sac appelé Sussex Close, numéro 30, tout au bout de la rue, et le salon avait une fenêtre qui donnait directement sur la rue. Je me souviens d'avoir reçu un SMS de mon mari en fin d'après-midi, disant simplement « Watford a battu United, je sors ce soir ». Je me souviens de ça, et honnêtement, j'étais assez contente d'avoir la soirée pour moi. J'ai ouvert une bouteille de vin, je me suis installé confortablement en pyjama sur le canapé, puis je me suis préparé à regarder Jurassic World pour un peu de nostalgie, car j'adorais les films originaux quand j'étais petite. Je devais avoir regardé le film pendant à peine une demi-heure quand j'ai littéralement entendu des pneus crisser dehors. Puis, en regardant par la fenêtre, j'ai vu une voiture accélérer jusqu'au bout de la rue. J'ai encore entendu des pneus crisser quand elle s'est arrêtée. Alors, tout de suite, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Ensuite, j'ai vu le conducteur sortir et courir vers notre porte d'entrée. Je pouvais voir que c'était une femme à cause de ses cheveux longs et de sa silhouette, mais je n'ai pas reconnu la silhouette floue qui courait vers notre allée. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des coups rapides à la porte d'entrée, mais je n'allais pas l'ouvrir à une parfaite inconnue. J'ai donc regardé de nouveau dehors pour voir si je reconnaissais la voiture dans laquelle elle était arrivée. En y regardant de plus près, j'ai fini par la reconnaître. Et c'est là que j'ai réalisé que la personne à la porte était mon amie Kate. Je me suis précipité pour ouvrir la porte et j'ai littéralement halté en la voyant pour la première fois, car son visage était dans un état terrible. Elle avait du sang partout sur la bouche et le menton, provenant de son nez et de ses lèvres. Sa joue était enflée et elle avait une énorme bosse sur le front, comme si quelqu'un l'avait frappée. À peine avais-je ouvert la porte qu'elle s'est précipitée à l'intérieur, l'air complètement terrifié, et elle m'a dit « Il arrive, appelle la police tout de suite ». Nous sommes amis depuis nos 20 ans, donc Kate était venue chez nous de nombreuses fois. Pendant que je criais « Qui arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'occupait de claquer la porte derrière elle avant de saisir les clés sur le buffet pour la verrouiller. Je me suis précipité dans le salon pour prendre mon téléphone et j'ai fait CE qu'elle m'avait demandé en appelant la police. Mais tout ce temps, je continuais à crier « Qui arrive? Kate, parle-moi !» Elle était partie dans la cuisine après avoir claqué la porte et quand elle est réapparue après que je lui ai crié dessus, elle tenait le plus grand couteau que nous avions. Je n'ai pas vraiment eu le temps de réagir, de me rendre compte à quel point la situation était grave, car je devais parler à l'opératrice pour lui expliquer ce qui se passait. À ce moment-là, Kate devait littéralement me dire ce qui se passait pour que je puisse le transmettre à la femme du 999, mais au lieu de ça, elle m'a demandé de lui passer le téléphone et elle a commencé à tout raconter elle-même. Elle n'a pas tout dit de « c'est eux que je vais taper ici », mais c'est un peu l'histoire complète pour que tu aies au moins le contexte. En gros, Kate voyait un type depuis quelques mois, un haltérophile qu'elle avait rencontré au gymnase. Elle m'en avait parlé 1 ou 2 fois, mais, et elle l'aurait admis en premier, Kate avait beaucoup d'hommes dans sa vie à ce moment-là, ce qui était normal car elle était encore jeune, libre, célibataire et en pleine découverte. Elle s'assurait de dire à tous les gars qu'elle voyait à l'époque qu'ils ne seraient pas exclusifs, et en apparence, chacun d'entre eux l'acceptait. Elle ne faisait pas traîner les choses si elle pensait que ça ne marcherait pas non plus. Elle n'était pas là pour des dîners gratuits ou autre chose de ce genre. Elle voulait rencontrer son futur mari, ce qu'elle a fini par faire. Lorsqu'elle réalisait qu'un type n'était pas celui qu'elle recherchait, elle les invitait dans un endroit public et leur donnait le classique « ce n'est pas toi, c'est moi ». Elle disait qu'elle était toujours très sensible et attentionnée à ce sujet, et je la croyais, car c'était le genre de personne qu'elle était en dehors de sa vie amoureuse. Cependant, ce type en particulier, l'haltérophile qu'elle avait rencontré au gymnase, un gars nommé Paul, n'avait pas pris son rejet à la légère. Elle ne lui avait jamais dit où elle vivait.
donc elle était horrifiée de le trouver un jour devant son appartement. Il n'était pas agressif, mais il avait en gros exigé une seconde chance avec elle. Kate était tellement effrayée que Paul ait réussi à la retrouver qu'elle lui a dit qu'elle appellerait la police s'il se montrait à nouveau devant chez elle. Apparemment, il lui a dit qu'il n'y avait pas besoin d'en arriver là et il s'est encore pointé quelques jours plus tard, cette fois en étant moins aimable. Il l'a mise en retard pour le travail, car Paul refusait de la laisser partir tant qu'elle ne promettait pas de lui envoyer un message pour sortir prendre un verre le week-end. Elle est allée travailler, a fait une crise de nerfs dans la salle de repos, et son manager lui a dit de rentrer chez elle et de prendre tout le temps nécessaire pour régler la situation avant de revenir. Elle est retournée à Chelmsford, a appelé la police et leur a fait une déclaration dans l'après-midi. Les 2 policières qui étaient venues la voir lui ont expliqué qu'elle jugeait les affaires de harcèlement selon le système FUR. Fixation, obsession, répétition. Tout comportement qui était fixe, obsessionnel, non désiré et répété pouvait être classé comme harcèlement ou stalking. Et comme Paul s'était présenté 2 fois sans invitation après l'avoir manifestement suivie pour découvrir où elle vivait, cela était définitivement qualifié de harcèlement criminel. Les policières ont dit à Kate qu'elle contacterait Paul pour lui faire savoir que s'il s'approchait encore d'elle, il serait arrêté et accusé. Il leur a apparemment dit que c'était un malentendu et qu'il la laisserait tranquille si elle n'était pas intéressée. Mais c'était un énorme mensonge. Ce même jour, Paul a attendu de savoir que Kate serait chez elle, puis il est allé chez elle, a forcé son entrée dans son appartement après l'avoir trompée pour qu'elle le laisse entrer, et il l'a rouée de coups jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'échapper. Elle m'a dit qu'il n'avait cessé de la frapper que lorsqu'elle a fait semblant d'être morte, après quoi elle s'est enfuie de l'appartement, a sauté dans sa voiture et a conduit directement jusqu'à chez nous. Elle a dit que la seule raison pour laquelle elle n'avait pas appelé la police en conduisant était qu'elle avait peur d'avoir un accident. Du sang coulait de sa bouche et de son nez, et elle tremblait d'adrénaline. Il lui avait fallu tout son sang-froid pour arriver chez nous en un seul morceau, mais elle l'avait fait. Après avoir freiné brutalement dans notre rue et s'être précipitée dans notre allée jusqu'à notre porte, c'est là que j'ai fait mon entrée dans l'histoire. Lorsque Kate a pris mon téléphone, elle a raconté à la standardiste une version très condensée de CE que je viens de te dire, avec mon téléphone d'une main et un couteau de cuisine de l'autre. Paul, il y a fourreur, je suis rentré chez moi après une soirée avec 2 de mes amis dans notre bar habituel. Nous sommes arrivés vers 21H00, rien de trop tard, et après quelques verres, je suis rentré à pied chez moi comme d'habitude, car ma copine et moi habitons tout près. Les lumières étaient encore allumées, tout comme la télévision, alors j'ai tout éteint, pris une douche rapide, puis je me suis glissé dans le lit à côté de ma copine, que je pensais endormie. J'ai l'habitude de regarder mon téléphone avant de dormir, alors j'ai laissé ma lampe de chevet allumée à côté de moi. Ensuite, en me glissant dans le lit, ma copine s'est soudainement retournée. Je pensais peut-être lui avoir fait un peu peur en me glissant à côté d'elle, mais elle a soudainement passé la main sous son oreiller, en a sorti l'un de ses couteaux de la cuisine et a commencé à essayer de me poignarder. Je suis tombé du lit, toujours avec mon téléphone dans la main, puis j'ai couru vers la porte. Je n'ai pas pris la peine de mettre des chaussures, et j'ai couru dehors. Je n'avais pas mes clés, donc je ne pouvais pas verrouiller la porte. Mais ma copine ne m'a pas suivi. Je me suis tenu au milieu de la rue, m'assurant qu'il y avait beaucoup d'espace autour de moi, et j'ai composé le 911, c'est le même numéro qu'ici à Buenos Aires. J'avais l'impression que ma poitrine était trempée d'eau chaude. Il y avait un filet qui coulait sur mon torse et quelques éclaboussures de sang sur l'allée aussi. À ce moment-là, j'étais en état de choc et je ne ressentais pas vraiment de douleur jusqu'à bien plus tard. 2 voitures de police et une ambulance sont arrivées et j'ai été placé dans l'ambulance avec un officier. La douleur de ma plaie était de plus en plus forte. Alors ils m'ont administré des analgésiques et l'un des médecins a appliqué une pression sur ma blessure. J'ai vomi aussi, probablement à cause du choc et du sang, car je ne supporte pas la vue du sang. Pendant ce temps,
3 ou 4 autres agents sont entrés dans notre appartement. J'ai découvert beaucoup plus tard que ma copine était juste assise sur le lit. Elle n'avait rien dit et pleurait simplement en disant à quel point elle était désolée. Ils l'ont emmenée assez facilement. Je suis maintenant assis dans le service des urgences. Je viens de recevoir des points de suture à l'épaule. Je me sens engourdi, mais ce n'est pas trop douloureux. J'ai récupéré mon téléphone il y a environ 3 heures, et comme je n'ai rien d'autre à faire, je me suis dit que je pourrais écrire ma propre histoire vraie, comme un moyen de faire face à tout ça. Je n'ai quasiment pas dormi, et il est presque midi au moment où j'écris ceci. Mais je vais pouvoir rentrer chez moi aujourd'hui, du moins après mon entretien. Je ne sais pas encore si je serai emmené au poste de police ou interrogé ici, mais je suis complètement épuisé en ce moment et j'ai du mal à croire que toute cette situation soit réelle. Parfois, c'est comme si je m'endormais et me réveillais à nouveau. Mais mon cauchemar est bien ma réalité. Je ne sais toujours pas si elle essayait vraiment de me tuer. C'est incroyablement difficile pour moi d'accepter cela. Mais je ne peux pas imaginer qu'elle voulait seulement me blesser. Je me sens chanceux qu'elle ne m'ait pas poignardé, seulement entaillé, car vu notre proximité, elle aurait facilement pu viser mon cœur ou mes poumons. Ma plus grande inquiétude dans tout cela, c'est la publicité que cette histoire pourrait générer. Je vis dans une petite ville, et ce genre de nouvelles est très rare. Et pour son bien, je ne veux absolument pas que cela devienne public. Je m'inquiète aussi des répercussions mentales que cela aura sur moi et sur elle. Écrire ceci est le seul moment que j'ai eu pour réellement traiter cet événement. J'écris cela à la fois pour mon propre bien-être mental, mais aussi pour le partager avec vous, mes amis, et je suis complètement perdu quant à ce que je dois faire. Cela ne fait pas longtemps que c'est arrivé, mais je n'ai absolument aucune idée de comment je vais avancer dans ma vie et je suis tellement inquiet pour ma copine. Ils ne m'ont rien dit à son sujet depuis que je suis ici, et j'espère qu'une fois que la police m'aura interrogé, ils pourront m'éclairer sur la situation. Je me sens incroyablement chanceux d'être en vie maintenant, car tout aurait pu se dérouler de manière très différente. Je ne pense pas avoir encore pleinement réalisé que si elle m'avait entaillé un peu plus profondément, je pourrais être en train de gésir dans une mare de sang chez moi. Mon copain depuis Trian est normalement une personne adorable et attentionnée qui me traite très bien, mais après quelques verres, son tempérament me fait vraiment peur. La dernière fois que c'est arrivé, lui, ma copine et moi étions en train de boire pour son anniversaire. Son mari est parti tôt et elle s'est retrouvée sans argent, donc nous avons payé ses boissons et j'ai accepté de la ramener chez elle à 8H le lendemain matin. Sur le chemin du retour, mon copain a pété les plombs à propos de l'argent qu'on avait dépensé et du fait qu'il ne voulait pas la ramener chez elle, etc. Elle a tout entendu et je me suis excusé le lendemain. Ce n'était pas la première fois non plus. À d'autres occasions, il s'est mis en colère, a cassé des portes, frappé dans les murs, brisé des objets et jeté des choses. Dans le passé, j'ai excusé son comportement plus que je n'aurais dû, me sentant responsable de l'avoir énervé, que ce soit par un commentaire ou quelque chose que j'avais fait. Je sais maintenant que ces actions ne sont pas acceptables. Hier soir, lui, cette même copine, son frère et moi sommes sortis danser. Comme il ne voulait pas dépenser d'argent pour des boissons, ma copine est allée au bar, probablement pour en acheter. Mais elle a fini par nous faire offrir des verres par un homme qui nous a dit que nous étions belles et a proposé de nous en payer. Je comprends que ce n'était probablement pas la meilleure idée, mais après la dernière fois où mon copain s'était énervé à propos de l'argent dépensé, je me suis dit « pourquoi pas ?» Mais quand il nous a vus parler avec ce type, il est devenu fou. Il nous a tous fait retourner à la voiture et a conduit à 150 km/h, malgré nos cris pour qu'il ralentisse, tout en criant après moi. Quand nous sommes rentrés, il a hurlé sur ma copine, l'accusant de le trahir en essayant de la caser avec un inconnu. Puis, il a pris un taxi pour partir quelque part. Aujourd'hui, je n'ai eu de ces nouvelles qu'une fois, mais il me reproche tout, disant que c'était entièrement ma faute, que je l'avais provoqué en étant irrespectueuse,
et que je méritais tout ce qui s'était passé. Je me sens en partie responsable, même si ça ne me dérange pas s'il flirte avec d'autres femmes. Je pense que flirter est sain tant que ça reste innocent, mais j'aurais dû me rendre compte qu'il se mettrait en colère. Et maintenant, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis dans une situation où je ne peux pas me permettre de payer l'endroit où nous vivons seuls, et je me sens piégé. Je n'ai pas la possibilité de vivre chez mes amis, car ils sont tous mariés avec des enfants, et je n'ai pas vraiment d'autre famille où aller. Vers les fêtes de l'année dernière, le gars avec qui je sortais est venu chez moi et a failli me tuer. Tout a commencé quand il a vu une story archivée sur Instagram que j'avais postée, et ça l'a dérangé. Nous nous sommes disputés, et cette dispute est rapidement devenue violente à mon égard. Je lui ai crié de partir, mais il a refusé, m'a bousculé dans toute la maison et m'a étranglé à 3 ou 4 reprises. La dernière fois qu'il m'a étranglé, j'ai perdu connaissance pendant peut-être 20 à 30 secondes. Je ne suis pas sûr à 100% de la durée, mais j'étais définitivement inconsciente. Une seconde, j'étais debout. Et la suivante, j'étais au sol. Je ne me souviens même pas qu'il ait pris une photo de moi pendant que j'étais inconsciente, mais il l'a fait. Et plus tard, il me l'a envoyé pour me narguer. Bien sûr, j'ai appelé la police, mais je me sentais horrible de l'avoir fait. Je ne l'ai fait que parce que mes parents m'ont pratiquement forcé à dénoncer, et à l'époque, j'aimais encore mon petit ami, donc je me sentais terriblement mal de lui causer des ennuis. Je me demandais s'il me détestait ou s'il était en colère contre moi. Mais quand j'ai appris qu'il avait été arrêté puis relâché le jour même, j'ai eu peur. J'étais terrifié à l'idée de devoir le revoir au tribunal pour obtenir l'ordonnance de protection, et je ne pouvais pas supporter l'idée de le voir, ainsi que sa famille, que je croyais un jour devenir ma belle famille. Ces jours-ci, je fais des cauchemars et j'ai du mal à dormir, mais je ne ressens toujours rien. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je ne veux pas aller au tribunal, car j'ai l'impression que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Je sors avec cette fille depuis quelques mois maintenant, et au cours des dernières semaines, elle m'a dit que lorsqu'on se dispute, elle a des pensées intrusives concernant l'idée de me tuer. Elle m'a assuré que je n'avais rien à craindre en réalité, parce qu'elle n'a jamais agi en fonction de ses pensées. Quand tout va bien, elle est littéralement incapable de faire du mal à une mouche et elle a l'âme la plus douce. Mais quand elle se met en colère, elle a très peu de contrôle sur ses émotions et son corps. Elle est déjà devenue abusive par le passé, en me poussant, me bousculant, me frappant et en m'insultant. Je lui ai dit que ce comportement n'était pas acceptable, en restant aussi calme que possible, et jusqu'à présent, il semble qu'elle essaie de respecter cela. Elle ne me frappe plus aussi fort, et je vois qu'elle essaie vraiment de se contrôler. Je ne dis pas que je suis vraiment inquiet à propos de ces pensées intrusives de me tuer, parce que je comprends la différence entre une pensée et le fait de passer à l'acte. Mais je dois dire que c'est nouveau pour moi, et je n'ai jamais eu à gérer ce genre de situation auparavant. Je ne sais pas si je suis naïf ou trop confiant en croyant que rien ne se passera. C'est une situation difficile. J'espère obtenir des conseils, car je l'aime vraiment beaucoup, et je fais de mon mieux pour être là pour elle. Dans la nuit du 3 novembre 2019, Kathleen Lancashire a reçu un SMS de son téléphone portable. Kathleen vivait à la périphérie de Knutsford, une petite ville essentiellement rurale d'Angleterre. Originaire du comté de Cheshire, bien qu'elle soit une jeune femme agréable et populaire, Kathleen n'était pas étrangère au type de drames interpersonnels courants chez les adolescents, mais le contenu du message texte qu'elle a reçu, ce soir-là, était suffisant pour lui faire tourner la tête. « Bonjour, Kathleen », le message disait « J'ai pensé que je devrais te faire savoir que depuis 2 ou 3 semaines, ton petit ami essaie de m'envoyer des messages. Il est également venu chez moi dans sa voiture pour me rencontrer la semaine dernière. Mais je lui ai dit que mon père,
Je ne le ferai pas. Tu ne m'as pas laissé partir. Je lui ai dit que nous devions arrêter d'envoyer des SMS, mais j'ai pensé que je te le ferais savoir avant qu'il ne te trompe. Je ne savais même pas qu'il sortait avec toi jusqu'à ce que je vienne le suivre sur Instagram. C'était le message que toutes les filles craignaient, mais lorsque Caitlin a confronté son petit ami, Matthew Mason, 18 ans, il semblait n'avoir aucune idée de ces « eux » dont elle parlait. Matthew était le fils d'un agriculteur millionnaire et s'était récemment inscrit dans une université voisine pour étudier l'ingénierie agricole et était un fier membre de la Fédération nationale des jeunes agriculteurs. Selon la plupart des témoignages, c'était un jeune homme poli et affable qui était le petit ami de Caitlin depuis 2 ans. À aucune occasion auparavant, Matthew ne lui avait donné la moindre raison de douter de sa fidélité. Donc ses dénégations catégoriques semblaient plus que convaincantes, mais en vérité, et malgré son apparent désintérêt pour les autres filles, Matthew lui mentait à peu près au même moment dans cette affaire de Caitlin. Reçu ça. SMS fatidique, son auteur en a envoyé un autre à Matthew. Il disait quelque chose comme « J'ai parlé de nous à ta petite amie parce que c'est ce que tu as fait était mal, elle t'aime. Tu n'as pas besoin de me parler, tu dois lui dire la vérité, Matt, parce que je l'ai déjà, ça semble. » Que Matthew a ensuite tenté de nier toute connaissance des allégations et a affirmé qu'il n'avait aucune idée de qui lui envoyait un texto, la personne a répondu « Ne mentez pas, j'ai la preuve que nous avons parlé. » Matthew ne semblait pas gêné par cette déclaration, mais la suivante était beaucoup plus difficile à nier. Le mystérieux partenaire de Matthew l'a informé qu'il ne venait pas de le faire. Ils ont pris des captures d'écran de leurs nombreuses et longues conversations, mais ont également fait des copies de plusieurs photos de nus que Matthew leur avait envoyées. Si vous ne vous arrêtez pas, ne mentez pas, la personne a dit que je mettrais littéralement CS photos sur ma story Instagram et que je te taguerais dans Matthew à supplier la personne de ne pas publier ses photos intimes et lui a proposé 50 pounds en échange de son silence. Il semble avoir payé cet argent sans la moindre hésitation. Car non seulement il trompait Caitlin avec une autre fille de son groupe d'âge avec laquelle il sortait depuis quelques mois, était un gars nommé Alex Roda. La mère d'Alex, Lisa Roda, a déclaré plus tard que même dès son plus jeune âge, elle pouvait dire qu'Alex était différent. Des autres garçons, il était très féminin. Elle a dit qu'il j'avais l'habitude de mettre des chaussures et des bijoux, puis de me promener dans la maison. Je me souviens quand, a-t-il poursuivi. Alex est entré dans la cuisine et a dit qu'il avait besoin de parler. Mais je savais ce qu'il allait me dire et je l'ai su tout de suite parce que tout le monde savait que nous avions toujours su qu'Alex était gay et que nous l'aimions de toute façon. Il a été découvert plus tard qu'au cours du second semestre 2019, c'était Alex qui avait pris contact avec Matthew et l'avait fait via les réseaux sociaux, bien que leur conversation initiale se soit limitée à Facebook. Le couple est rapidement passé à Snapchat et à l'application. Matthew pensait que cela lui permettrait de conserver l'anonymat tout en orientant la conversation dans une direction résolument inappropriée. Quelques semaines plus tard, Matthew et Alex ont eu la première d'une longue série de rencontres inappropriées. Et il semble que le jeune homme croyait que leur relation avait un avenir. Il a commencé à dire à des amis proches qu'il sortait secrètement avec un homme de 3 ans, son aîné, qui, contrairement à lui, n'était pas ouvertement gay. 6 amis ont exhorté Alex à faire preuve de prudence dans le maintien de cette relation. La relation pourrait se terminer par un chagrin, mais Alex n'y prêta aucune attention et continua à entretenir une relation avec Matthew, son aîné. Il est possible que pour garantir que la relation soit secrète, Matthew ait délibérément tenté de se distancier numériquement du jeune Alex. La page Facebook de Matthew ne faisait apparemment aucune mention de sa relation hétérosexuelle avec Caitlin, pas plus que son profil Snapchat. Mais après avoir accédé à sa page Instagram, Alex a découvert que Matthew lui était infidèle. Il était naturellement en colère. Et j'ai fait la même chose que beaucoup d'entre nous feraient si nous nous trouvions dans la même situation. Mais lors de la confrontation qui a suivi, Matthew a commis une grave erreur de jugement en échange de garder le silence sur l'échange de photos nues. Matthew a offert à Alex 50 livres anglaises. Alex a accepté, mais les paiements ne se sont pas arrêtés là.
Au cours des 30 jours suivants, Matthew Mason a déposé un peu plus de 2,000 pounds et Alex a ouvert le compte bancaire d'Alex pour des montants allant de 50 pounds à 400 pounds. Certains ont affirmé que Matthew avait effectué CS dépôts sans aucune adresse, mais les échanges de SMS ont révélé que plus de 2,000 pounds avaient été déposés. À une occasion, Alex a demandé de l'argent à Matthew en échange de son silence continu chaque fois que Matthew le forçait, et il semble qu'Alex n'ait pas hésité à partager sa nouvelle richesse avec son cercle d'amis, dont l'un a déclaré plus tard qu'il ne lui avait pas donné grand-chose. Pensez. Sur les premiers dépôts, mais en apprenant que le montant était passé à plus de 2,000, il s'est rendu compte qu'Alex jouait avec le feu. « Je l'ai prévenu de partir », a-t-il dit plus tard, mais il n'a pas écouté. Finalement, le 12 décembre 2019, Matthew a déclaré à Alex que son compte bancaire était vide et qu'il avait besoin de temps pour lever des fonds supplémentaires. Mais il a également mentionné qu'après la visite de Noël d'un parent éloigné mais riche, il avait reçu une somme importante d'argent. Comme cadeau de Noël, Matthew a suggéré à Alex et lui d'aller dans un endroit isolé afin qu'ils puissent profiter d'un peu d'intimité après lui avoir donné l'argent. Alex a accepté l'offre et à 17H24 exactement. Une caméra de sécurité à proximité l'a vu quitter sa maison avant de s'asseoir sur le siège passager de la Renault Clio de Matthew Mason. Alex avait été assez intelligent pour dire à ses amis où j'étais, après leur avoir envoyé un texto 1 heure plus tôt pour leur dire que le type qu'il rencontrait voulait m'emmener dans un endroit secret spécial dans une forêt. Cet ami a imploré Alex de reconsidérer l'invitation et lui a conseillé de rencontrer Matthew dans un lieu public bien éclairé. Cependant, une fois de plus, Alex a ignoré les conseils de son ami en lui disant qu'il avait besoin d'argent quelques minutes après être monté dans la voiture de Matthew. Alex a posté une photo de lui sur Snapchat à l'intérieur du véhicule avec un petit emoji en forme de cœur en bas. C'était le dernier coup qu'Alex enverrait. Matthew et Alex se sont rendus dans une région reculée de Woodland, près d'une petite ville appelée Ashley. Puis, après avoir garé leur voiture hors de vue de la route principale, les deux jeunes hommes se sont dirigés ensemble vers la forêt. Il est possible qu'Alex ait été attiré par la perspective d'avoir des relations intimes parce qu'il n'était pas nécessaire d'aller dans un endroit privé pour recevoir un paiement en espèces, mais le fait est que lorsque Matthew a dit à Alex d'entrer dans la forêt devant lui, il l'a fait. Sans aucun doute, donnant à Matthew l'occasion parfaite d'attaquer. Après seulement 1 minute ou 2 à suivre Alex à travers les arbres, Matthew a sorti une clé qu'il a réussi à cacher sur lui, sa victime étant toujours complètement inconsciente du danger potentiel. Matthew a couru en avant et a frappé Alex à l'arrière de la tête avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Le coup initial a envoyé Alex s'effondrant au sol sous lui, hébété, désorienté et à l'agonie totale à cause de CE qui était sans aucun doute une fracture aiguë du crâne. Puis, une fois qu'Alex fut complètement impuissant, Matthew lui enfonça la clé dans le crâne encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit complètement impuissant, sa victime se retrouva. Presque complètement méconnaissable. Matthew a déclaré plus tard qu'Alex respirait encore après la fin de l'attaque, mais d'après les faibles gargouillis que faisait le garçon, il savait qu'il ne tarderait pas à expirer. Matthew s'est ensuite rendu à la ferme d'un ami de la famille, sachant que l'établissement serait sans personnel un mercredi soir. Et là, il a utilisé le robinet pour laver le sang de ses mains, puis, après s'être assuré qu'il s'était débarrassé de tous les signes visibles du meurtre, il s'est rendu non pas dans un mais dans 2 pubs à proximité pour socialiser avec des amis et établir un alibi une fois qu'il a établi sa présence ailleurs au moment du meurtre d'Alex. Matthew s'est ensuite rendu sur les lieux du crime où il a tenté de déplacer le corps de sa victime. Matthew a traîné le corps d'Alex sur le bord de la route, puis a essayé de transporter son corps jusqu'au coffre de sa voiture. Mais Alex n'était pas petit. Grand et malgré ses efforts, Matthew n'a pas pu accomplir sa tâche. Plutôt s'enfuir avec le cadavre d'Alex, Matthew l'a simplement abandonné sur le bord de la route, sûr qu'il était resté caché aux regards indiscrets du grand public. Mais ce n'était pas le CEAS. Ce n'est pas tout à fait vrai. À l'insu de Matthew, un passant observait depuis l'abri d'un édreau voisin
et avait remarqué quelqu'un essayant de transporter un cadavre dans sa malle. Ce passant a ensuite sorti son téléphone, zoomé autant que possible sur son appareil photo et pris une demi-douzaine de photos de Matthew, de sa voiture et de son numéro de plaque d'immatriculation unique avant de le signaler à la police locale quelques heures plus tard, à 10h20 exactement ppm. Matthew a envoyé une photo de lui à Kathleen Lancashire, son ex-petite amie le montrant au lit torse nu et souriant. Kathleen a ignoré la photo, mais le lendemain matin, elle s'est réveillée avec un autre message de Matthew montrant ses pieds sur le plancher de sa voiture. Kathleen a en fait répondu au deuxième message photo et a demandé à Matthew s'il allait bien. Il a répondu qu'il allait bien, et je cite correctement, mais à mesure que la journée avançait, il est devenu clair qu'il n'allait pas bien du tout. Dans l'après-midi du 13 décembre 2019, Kathleen Lanier a reçu un message texte d'un ami proche lui demandant si elle savait où se trouvait Matthew Mason, probablement parce que c'était jeudi, que Matthew suivait des cours à l'université ou qu'il était chez ses parents. Mais suggérant que Kathleen avait entendu dire qu'il était introuvable, et en outre, Kathleen a été informée que Matthew était recherché pour un interrogatoire en relation avec la disparition. Si vous pouviez l'appeler au téléphone et le convaincre de révéler sa position, vous rendriez un immense service aux parents terrifiés de cet enfant et, tout à coup, les messages photos énigmatiques de Matthew. Cela commençait à avoir un sens. Il ne s'agissait pas d'une tentative inattendue de réconciliation, mais d'une tentative subtile d'établir un alibi ou un appel à l'aide énigmatique. Kathleen a immédiatement appelé Matthew et lui a demandé où se trouvait Alex disparu. Son ex-petite amie a répondu qu'Alex l'avait supplié de l'emmener dans un pub de Holmes Chapel à proximité, mais qu'après avoir accepté, le couple s'était séparé à toutes les autres occasions. Le mensonge aurait très bien pu être convaincant, mais dans ce cas, Kathleen a dit plus tard qu'elle pouvait entendre quelque chose dans la voix de Matthew. Quelque chose qui l'a amené à croire cela, et une citation. Matthew savait déjà que la police le recherchait. Kathleen a alors demandé si c'était vrai, s'il avait payé Alex pour son silence, et en train de faire des aveux complets et francs, Matthew a fondu en larmes et a simplement dit « Je l'ai tué ». Quelques heures plus tard, le corps partiellement habillé d'Alex a été découvert par des collecteurs de réfugiés au même endroit où Matthew l'avait abandonné la nuit précédente, et peu de temps après, la voiture de Matthew a été arrêtée par la police avec, alors que l'homme était au volant, les agents ont observé qu'il avait du sang séché sur les mains et que son véhicule contenait un sac poubelle contenant sa toison verte tachée de sang, l'arme du crime et la grande veste matelassée d'Alex qui a ensuite été tachée, son sang. Au cours de son procès, il est apparu que Matthew avait recherché sur Google les réponses aux questions suivantes. Que se passerait-il si vous voliez quelqu'un dans les escaliers? Quels poisons quotidiens sont les plus efficaces? Y a-t-il des CAS de personnes disparues non résolues à Cheshire? Pour sa défense, Matthew a affirmé qu'il n'avait attaqué Alex qu'en état de légitime défense et que le costaud de 15 ans l'avait en fait attiré dans les bois en lui promettant une conciliation. Cependant, cette affirmation a été rapidement réfutée par l'accusation qui a présenté plusieurs témoins experts, dont chacun a témoigné que le premier coup avait été infligé à l'arrière du crâne d'Alexis. Lorsqu'il a terminé son témoignage, le jury n'avait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'une embuscade brutale et mortelle. Après avoir été reconnu coupable du meurtre d'Alex, Matthew Mason a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 28 ans de prison. Avant qu'il ne soit finalement éligible à la libération conditionnelle, le juge Stephen Everett a déclaré à Matthew qu'il était beaucoup plus sage que sa victime, qui était jeune et immature pour votre âge, puis a ajouté que même si j'accepte qu'Alex Rhoda ait peut-être pris contact avec vous au cours du second semestre 2019, je suis sûr qu'il a non seulement répondu, mais qu'il a activement encouragé une relation inappropriée, l'a entretenue, ce n'était pas le ça. Votre première expérience intime, mais la sienne. Bien qu'il soit clair qu'Alex Rhoda lui a naïvement, à mon avis, exigé de l'argent, a poursuivi le juge. Il faut fermement noter que tout cela s'est produit à cause de son crime et que c'était son seul choix de se comporter de cette façon. Dans une déclaration de la victime, la mère d'Alex,
a déclaré au tribunal que lorsqu'on perd un enfant dans les circonstances les plus horribles et les plus brutales, en tant que parent, vous vivez vraiment un enfer. Mon fils a été élevé dans l'amour et non dans la peur. Il ne portait pas de masque. J'ai élevé mon fils pour qu'il soit fier de qui il était. Il était plein de joie, d'inspiration, d'enthousiasme pour la vie. J'ai vécu amoureux. Il a été élevé dans l'amour. Il a apporté partout de la joie et de la lumière. Il était. Au cours des premiers mois de 2018, William Andrew Jones Jr., ou Willie comme l'appelait SS Proche, était un ancien joueur prometteur de football au lycée, originaire du comté de Scott, dans le Mississippi. La mère de Willie, Tammy Townsend, le décrivait comme un jeune homme joyeux et optimiste, doté d'un sens de l'humour acerbe. À 21 ans, Willie passait souvent du temps avec ses amis ou s'occupait des chevaux que sa famille possédait. Il aimait ses chevaux, mais cet amour n'était rien comparé à celui qu'il éprouvait pour sa petite amie, Alexis Rankin, et leur bébé de 4 mois. Willie ne souhaitait qu'une chose, subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. En février 2018, il avait prévu de se former en tant qu'opérateur de pipeline pétrolier, un emploi d'entrée de gamme qui lui aurait rapporté entre $40,000 et $60,000 par an. Pourtant, à l'immense horreur et au désespoir de sa mère, William ne vivra jamais assez pour réaliser ses ambitions. Le soir du 8 février, Alexis Rankin conduisait Willie à son domicile, avec une amie commune, Shania Pace, assise à l'arrière. Shania racontera plus tard à la police que Willie et Alexis s'étaient disputés violemment pendant le trajet, une querelle déclenchée par des messages qu'Alexis avait échangés avec une connaissance masculine, à l'insu de Willie. Alexis confirma cette version, ajoutant que la confrontation avait atteint son paroxysme lorsque Willie l'avait frappé violemment au visage. Quand Alexis arriva chez elle, elle était terrifiée et bouleversée. Après avoir garé la voiture et éteint le moteur, elle courut vers la porte d'entrée avec Willie à ses trousses. La grand-mère d'Alexis témoigna plus tard qu'après s'être réfugiée dans sa chambre en pleurs, Willie avait tenté de la suivre, mais fut stoppée par elle-même et le beau-père d'Alexis, Harold O'Brien. Harold ordonna à Willie de quitter la maison et Alexis le vit sortir. Cependant, après s'être enfermé dans sa chambre pendant 1 minute ou 2, Alexis changea d'avis et exprima son désir de le rejoindre. Elle descendit les escaliers, mais sa mère lui bloqua le passage, l'empêchant de partir. Alexis raconta plus tard. « Elle m'a fait rester à l'intérieur jusqu'à l'arrivée de la police, et je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé jusqu'à ce que mon beau-père revienne. » Harold O'Brien, le beau-père d'Alexis, raconta une version similaire. Il expliqua à la police que Willie et Alexis se disputaient bruyamment dans l'une des chambres du fond et, en vérifiant la situation avec la mère d'Alexis, ils avaient découvert que Willie avait confisqué le téléphone d'Alexis et refusait de le rendre. Harold déclara qu'ils avaient ordonné au petit ami de leur fille de rendre son téléphone, ce qu'il fit, avant de quitter la maison en marmonnant quelque chose pour lui-même. « J'ai pensé qu'il reviendrait dans quelques minutes. Il se disputait souvent et il revenait toujours après quelques minutes dehors, » expliqua Harold. Mais après avoir attendu 5, puis tant minutes, et 1 heure sans nouvelles de Willie, Harold sortit sur le porche pour voir s'il le voyait. Il le vit. Willie gisait au pied d'un arbre voisin, étranglé avec une ceinture en cuir. Après avoir découvert le corps sans vie de Willie, Harold se précipita à l'intérieur pour appeler les urgences. Le répartiteur lui demanda de ne pas toucher le corps de Willie. C'est à quoi Harold répondit avec un soulagement audible. « Je ne veux pas le toucher, je ne veux pas être impliqué. » En moins de 40 minutes après l'appel de Harold, les techniciens médicaux d'urgence déclarèrent Willie mort sur place. Mais lorsque sa mère, Tammy Townsend, demanda comment il était mort, la réponse qu'elle reçut la bouleversa profondément. Willie avait été délibérément asphyxié. Tammy était dévastée, mais aussi profondément confuse. Willie n'avait aucun antécédent de problème psychologique et, selon sa mère, personne ne le détestait au point de vouloir le tuer. Cependant, le Bureau des enquêtes du Mississippi et le FBI
affirmèrent que la mort de Willie était le résultat d'un malheureux accident personnel, ne nécessitant aucune enquête supplémentaire. Tammy Townsend contesta cette conclusion, affirmant qu'il était impossible que son fils soit mort de cette manière. Pourtant, après qu'un grand jury eut analysé les preuves, ils exclurent toute enquête pour homicide. Cependant, il semblerait que lors de leur analyse initiale des faits, les forces de l'ordre aient négligé des détails profondément troublants. Le 4 février 2018, soit 4 jours avant la mort de Willie, Harold O'Brien aurait menacé ouvertement Willie après une dispute entre lui et Alexis au travail. Selon ses collègues, le beau-père d'Alexis lui aurait dit « Si ça recommence, tu sais ce que je vais lui faire ». Ce n'était pas la première fois qu'il agissait de manière agressive envers un petit ami de sa belle-fille. Dans un incident antérieur, Harold avait menacé un garçon avec une bouteille de bière cassée et avait été arrêté après l'avoir poursuivi sur plus de 800 mètres dans une rue de la ville. Shania Pace, l'amie commune présente dans la voiture avec Willie et Alexis la nuit de la mort de Willie, témoigna également que Harold était un homme violent. Elle raconta à la police qu'Harold s'était disputé violemment avec Willie avant son départ et qu'il avait dû être physiquement retenu par la mère d'Alexis, Melissa. Il a parlé de prendre son arme, raconta plus tard Shania. Alexis' mom stopped him, but followed Willie outside. Les voisins racontèrent avoir entendu 3 hommes se disputer à l'extérieur avant qu'un bruit fort, semblable à celui d'un moteur de camion, ne couvre les voies. Ce bruit n'a jamais été identifié, mais pour un voisin, il ressemblait beaucoup au moteur d'un camion qui s'emballe violemment avant de s'arrêter soudainement. Jill Jefferson, qui enquêtait sur l'affaire pour le compte de la mère de Willie, souligna plusieurs éléments de preuve qu'elle considérait comme profondément inquiétants. Premièrement, Willie avait subi une blessure sportive grave vers la fin de sa carrière de football au lycée, blessure qui l'empêchait presque de lever son bras droit au-dessus de l'épaule. Selon Jill Jefferson, cela rendait presque impossible le fait que Willie ait noué lui-même la ceinture autour de son cou, ce qui contredisait totalement la version du département du shérif local. Jill n'était pas la seule à remettre en question l'avis des forces de l'ordre. Plutôt que de qualifier les blessures de Willie d'auto-infligées, le médecin légiste du comté de Scott affirma que la manière de sa mort était indéterminée. Il nota les ecchymoses prononcées associées à une strangulation par ligature et refusa d'exclure la possibilité que Willie ait été assassiné. Et ce n'est pas tout. Leur rapport mentionnait que des brins d'herbe avaient été retrouvés dans le portefeuille de Willie, suggérant qu'il avait été traîné sur une pelouse avec une grande force avant sa mort. Le fait que son épaule droite ait été déboîtée, une conséquence de son ancienne blessure sportive, soutenait également la théorie selon laquelle il avait été traîné de force avant de mourir. Jill Jefferson tenta également d'attirer l'attention sur une vidéo de caméra de surveillance qui remettait en question le récit officiel de la mort de Willie. La vidéo, prise par une maison voisine, montrait Alexis, Willie et Shania arrivant chez Alexis exactement à 22H35. Alexis sortait de la voiture, bouleversé, et courait vers la porte d'entrée, suivi de Shania. Willie, en revanche, restait dans la voiture jusqu'à 22H44 avant d'en sortir et de se diriger vers la maison d'Alexis. Peu de temps après, Harold demanda à Willie de partir. C'est eux qu'il fit, et quelques minutes plus tard, à 22H50, Harold O'Brien passa ce fameux appel au 911, relayant une information manifestement inexacte. Si vous vous souvenez, il affirmait que Willie était parti depuis environ 30 minutes, mais les images de la caméra montraient que seulement 6 minutes s'étaient écoulées entre le moment où Willie avait quitté la voiture d'Alexis et l'appel au 911. Harold prétendait que 30 minutes s'étaient écoulées avant qu'il ne sorte sur le porche pour voir le corps sans vie de Willie. Alors pourquoi avait-il passé l'appel après seulement 6 minutes? En outre, la nuit de la mort de Willie, sa mère reçut un appel profondément troublant à exactement 22H45. Tammy Townsend reçut un appel de Melissa Rankin, la mère d'Alexis, qui lui cria qu'elle devait venir chercher son fils, avant de raccrocher. Tammy monta alors dans sa voiture et, en route pour la scène du crime,
Elle appela Alexis à 22-848 pour tenter de comprendre ce qui se passait. Tammy raconta qu'Alexis avait répondu, mais n'avait rien dit avant de rapidement raccrocher. Cependant, Tammy déclara que durant ces quelques secondes, elle entendit une voix lointaine crier « Il est mort ». Cela s'était produit au moins 60 secondes avant que Harold O'Brien n'appelle le 911. Tout bien considéré, Jill Jefferson présente un argument convaincant. Non seulement il existe de nombreuses incohérences dans la version officielle, mais plusieurs détails pertinents semblent avoir été complètement ignorés par les forces de l'ordre, qu'elles soient locales ou fédérales. L'épaule déboîtée, l'herbe dans le portefeuille de Willie et les divergences majeures dans la chronologie de Harold pointent tous vers une explication bien plus sinistre. Ce qui avait été présenté comme un accident tragique, même au premier coup d'œil, ressemblait bien davantage à un meurtre de sang-froid. En août de l'année 2012, un homme de 45 ans de Michigan City, nommé David Morris, a contacté les forces de l'ordre pour signaler la disparition de sa femme, Candy Brown, âgée de 29 ans. Candy était la mère de leurs 3 enfants, et David semblait naturellement désespéré de la ramener à la maison, saine et sauve. Quelques jours plus tard, l'un des amis de Candy informa la police qu'il l'avait raccompagnée à son appartement aux premières heures du 25 août. Tyrone Harris affirma que Candy n'avait pas agi de manière inhabituelle, ce qui amena la police à soupçonner que sa disparition n'était qu'une tentative d'éviter son mari, probablement à la suite de discordes conjugales. Quelques jours plus tard, le portefeuille de Candy fut retrouvé dans un bar de Michigan City appelé Riley's, et peu de temps après, sa voiture fut découverte garée devant un autre établissement, le bar Three Sheets, situé à proximité. Cela indiquait clairement qu'elle se trouvait toujours dans l'État de l'Indiana, avec des analyses des relevés de son téléphone portable montrant qu'elle avait envoyé son dernier message près de l'intersection de County Line et Chandler Roads à Pines, Indiana, à seulement quelques kilomètres de Michigan City. Les forces de l'ordre déclarèrent que le contenu du message n'avait rien d'extraordinaire et qu'elles envisageaient de mettre fin à l'enquête. David, en revanche, insista sur le fait que quelque chose devait être terriblement anormal pour que sa femme disparaisse ainsi, et il recruta l'aide de 2 douzaines de bénévoles pour patrouiller la région autour de la ville de Pine. C'est lors de l'une de ces recherches que David rencontra une bénévole de 30 ans, Anna Reeves. David et Anna passèrent beaucoup de temps ensemble, allant de porte en porte à la recherche d'informations sur Candy disparue. Environ 1 mois après la fin des recherches bénévoles, il devint évident que David et Anna sortaient ensemble. Quelques mois plus tard, en mai 2013, David et Anna étaient toujours en couple lorsque la nouvelle choquante tomba. Le corps de Candy Morris, qui n'avait pas été vu depuis la fin août 2012, fut retrouvé dans une zone boisée à moins d'1 kilomètre de l'endroit où elle avait envoyé son dernier message. Comme son corps était dans un état avancé de décomposition, il était impossible de déterminer la cause exacte de sa mort. Pourtant, Candy ne fut pas la seule personne retrouvée morte ce jour-là. Le même matin, Anna Reeves, la petite amie de David Morris depuis plusieurs mois, fut découverte morte dans son sommeil. Le médecin légiste de l'Indiana déclara que la cause de la mort était accidentelle, due à une intoxication aiguë par des drogues ou à une overdose. Cependant, plusieurs membres des forces de l'ordre s'inquiétaient des rapports indiquant qu'Anna avait tenté de déposer des plaintes pour violences domestiques contre David quelques semaines avant sa mort. Malgré les circonstances hautement suspectes, David ne fut jamais inculpé pour la mort soudaine de sa femme ou de sa petite amie. Pourtant, quelques années plus tard, il révéla sa véritable nature de la manière la plus vile et violente possible. En 2016, Ario Ortega, un migrant mexicain, avait déménagé aux États-Unis 3 ans plus tôt. Âgé de 65 ans, il co-détenait l'atelier de mécanique Easy Drive Auto à Michigan City avec un homme nommé Sergio Chirano et passait presque tout son temps à travailler dans l'atelier, dans l'espoir d'offrir une meilleure vie à sa famille restée au sud de la frontière. Au début de l'année 2016, Sergio vendit sa part de l'atelier à Ario.
Malgré cela, les deux hommes restèrent très proches. En avril de la même année, lorsqu'Ario cessa soudainement de répondre aux appels et messages de son ancien partenaire, Sergio devint de plus en plus inquiet pour sa sécurité. Le 23 avril 2016, Sergio décida de rendre une visite impromptue à son ancien établissement pour s'assurer qu'Ario allait bien. Il trouva l'atelier fermé, mais étant encore en possession des clés, il les utilisa pour entrer et inspecter les lieux. À son arrivée, Sergio remarqua immédiatement des signes de lutte violente, des boîtes à outils renversées et des documents éparpillés au sol. Il appela Ario et se dirigea vers le bureau qu'ils partageaient autrefois. C'est là qu'il trouva son vieil ami gisant sans vie sur le sol, recouvert d'une grande bâche en plastique. Sergio appela immédiatement le 911 et à l'arrivée des services d'urgence, la police découvrit qu'Ario avait été victime d'un meurtre brutal. Ario avait été poignardé plusieurs fois à la gorge et à la poitrine et semblait être mort depuis environ 4 jours. Des traînées de sang menant à une autre zone de l'atelier suggéraient qu'il avait été traîné à travers le sol après avoir été tué. Une fenêtre brisée indiquait clairement le point d'entrée de l'assassin. Les officiers remarquèrent également que le portefeuille d'Ario était manquant, ainsi que les clés de sa Hyundai Tiburon blanche qui avait disparu. Malgré l'absence de caméras de sécurité à Easy Drive Auto, la police parvint à en localiser une dans une entreprise voisine dont la vue donnait sur l'atelier. C'est ainsi que les détectives découvrirent que le jour même du meurtre d'Ario, un homme corpulent, d'origine afro-américaine, était arrivé à l'atelier. Après une brève conversation, Ario et l'homme montèrent dans la Subaru verte avant de partir pour CE qui semblait être un essai routier de routine. 6 minutes plus tard, les deux hommes revinrent à l'atelier avant qu'Ario ne semble entrer dans le bureau pendant que l'homme s'en allait à pied. Cependant, un peu plus d'1 heure plus tard, l'homme corpulent réapparut à la caméra, mais cette fois, au lieu d'approcher de l'atelier de manière visible, il sembla contourner discrètement le bâtiment. Le lendemain, Sergio découvrit le corps de son vieil ami, et le même homme noir corpulent fut vu à nouveau à l'atelier, repartant cette fois avec la Subaru verte. À la suite du meurtre d'Ario, la police lança un appel public pour obtenir des informations menant à la capture de son assassin. Quelques jours plus tard, une femme nommée Kristen informa les enquêteurs qu'elle avait vu un homme afro-américain corpulent sortir par une fenêtre du bureau de l'atelier avant de s'éloigner calmement, 2 jours avant le meurtre d'Ario. Après avoir appris la nouvelle du meurtre, elle décida de contacter les forces de l'ordre. Grâce à l'analyse des relevés bancaires d'Ario, les enquêteurs apprirent que le matin de son meurtre, il s'était rendu dans une station-service en compagnie de cet homme. Une caméra de surveillance de la station capturait clairement des images du suspect, permettant aux officiers de l'identifier positivement. Il s'agissait de David Morris.